Donc vers 17 ans, quand j'ai refusé même d'aller passer mon bac, il se trouve que mon père jouait au tennis avec un producteur de cinéma très puissant à l'époque qui s'appelait Francis Caunes et qui était le producteur des Angéliques, justement avec Michel Mercier, réalisé par Bernard Borderie. Et donc il m'a à 17 ans envoyé là. Je pense que j'ai appris beaucoup, mais pas ce que je pensais justement apprendre ou ne pas apprendre plutôt. J'ai appris comment, quel que soit le film, finalement, comme le lien social qui fabrique un film et qui est très à part du lien social ordinaire. Et donc ça me plaisait beaucoup. Faire du cinéma authentiquement, c'est surtout obéir à ses intuitions, pour commencer. On n'est pas tous sur le même modèle. Il y a des cinéastes, et pas des moindres, qui ont besoin d'être leur propre producteur. Il y a des cinéastes, et pas des moindres non plus, qui ont besoin d'avoir le producteur comme ennemi. Ça s'est fait beaucoup. Ça se fait moins, mais ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Et puis, il y a des metteurs en scène comme moi qui ont besoin que les producteurs soient peut-être pas des amis intimes comme les actrices ou les acteurs, qui doivent être des amis intimes pour que ça marche, en tout cas pour moi. Mais des comment appeler ça, qui est des complices. Voilà, vraiment des complices. Pour moi, c'est extrêmement important. Des complices comme pour faire un coup. Le plan de travail est un élément de mise en scène, il faut vraiment le savoir, c'est très très important. Savoir faire un plan de travail, c'est déjà mettre en scène son film. Et là, on avait décidé avec mon assistant, qui travaille toujours avec moi et qui m'est extrêmement précieux, que on prendrait en tout cas la journée pour faire cette scène. En tout cas. Et que si ça n'allait pas dans la journée, on en reprendrait une autre le lendemain pour le faire jusqu'à ce que ça aille. Ça a été en une journée, mais on en aurait pris 2 ou 3 s'il le fallait, parce que moi, c'était une décision pour moi incontournable en termes de production, en termes de nécessité personnelle. Il fallait que ce plan-là tienne en une scène, en une séquence, en un plan, parce que pour moi, c'était le moment exact où on bascule d'une sorte de réalisme documentaire, puisque avant c'est presque un document sur la vie à Versailles, à cet état de panique qui affecte ou infecte mentalement cette jeune fille qu'on suit, de telle sorte qu'à ce moment-là, le film bascule très insensiblement dans son monde intérieur. Voilà. Et donc j'avais absolument besoin de ce plan-là, de ce qui se passe là et de comment ça se passe. Le film vient d'un livre, et que ce livre est extrêmement documenté, puisqu'il a été écrit par Chantal Thomas. C'était son premier roman, et auparavant c'était une essayiste remarquable, spécialiste du XVIIIe siècle. Donc déjà j'avais ce qu'il fallait. J'ai fait jouer à Chantal Thomas un rôle dans le film. Elle joue Madame Dossin, qui est la dame des atours de la reine, qui lui amène son cahier des atours. Voilà, on la voit fugitivement, mais bon, c'était un peu une manœuvre de ma part, parce que je savais que ça lui ferait un tel plaisir d'être, comme de rentrer dans le film et de rentrer donc dans l'imagerie de son livre, en quelque sorte, qu'elle serait tout acquise. Avant d'écrire le scénario, il y a 2 parties que j'ai pris et qui étaient pour moi incontournables. C'était que ça ne soit pas comme dans le livre, une rétrospection, c'est-à-dire quelqu'un qui se souvient de ce qui est arrivé. Et 2, très important, le personnage de Sidonie dans le livre avait une 50aine d'années, et moi j'ai voulu qu'elle en ait une 20aine. Voilà. Alors ces 2 principes, je les ai énoncés à Chantal Thomas, qui en a été enchantée, mais ravie. Voilà. Elle n'a même pas discuté. Et ce personnage à elle de 50 ans était aussi fasciné et aussi dévoué à la reine que... Oui, mais d'une façon autre que celle qu'on voit là, et que moi je ne crois pas, j'aurais pas su l'envisager. Le budget bougie pour Stanley Kubrick était à peu près proportionnellement l'équivalent de mon budget Versailles dans mon film. C'est-à-dire que la dépense de bougies qu'a faite l'opérateur
dont je ne me rappelle plus le nom, de Kubrick, était quelque chose mais d'invraisemblable, qui dépassait de beaucoup son budget électrique. Voilà, il éclairait sans beaucoup d'appoint. Il éclairait à la bougie réellement, et c'est ce qui fait que le film a cette nature extrêmement vibrante, particulière. C'était une décision très importante au départ avec mon opérateur. D'abord qu'on ne tournerait pas en film, justement parce que c'est tourné en numérique. C'est le premier des films que je fais et j'en ferai plus autrement, qui est tourné en numérique. On savait, mon opérateur et moi, que, étant donné l'état actuel des techniques, tout récent d'ailleurs, la caméra avec laquelle on a fait ça, toute récente aussi, on savait qu'on obtiendrait justement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire qu'on filme à la bougie quasiment, sans presque d'appoint, très peu d'appoint, sinon très ponctuel et des aides comme ça pour créer un relief là où on n'en a pas, et qu'en même temps on verrait tout. J'ai beaucoup tourné à Versailles, par exemple, beaucoup plus que Sofia Coppola, parce que la décision avait été prise pour commencer en termes de production, c'est très important, que ce serait inconditionnel, que tout ce qu'on pouvait tourner à Versailles, on le tournerait à Versailles, quelque prix que ça coûte. Et quand je dis ça, c'est pas de la blague, parce que je pense que dans le film, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est d'ailleurs pour ça que même un film américain, bon, c'est un film indépendant, mais même un film américain comme celui de Sofia Coppola a renoncé à tourner trop copieusement à Versailles, parce que ne serait-ce que la journée, la location propre, le droit de tourner à Versailles, c'est 20 000 € par jour. Donc ça, immédiatement, on imagine le budget que ça représente. Moi, de toute façon, j'ai une loi qui est on parle beaucoup avant, on est très très ensemble avec les acteurs et les techniciens pendant des semaines, voire des mois avant le tournage, à parler du film ou à parler d'autre chose, mais en tout cas à tourner autour du pot. À partir de ce moment-là, où ma caméra, puisque c'est moi qui décide où elle va être, où ma caméra est dirigée et vers eux, aimantée par eux, et entièrement déterminée à tous égards par eux, par ce qu'ils font, par ce qu'ils vont faire. Je suis nécessairement entouré de gens qui attendent que je dise comment il faut faire. Donc ça m'appartient. Et ce que je fais, ce qu'ils feront avec moi, que ce soit bon ou mauvais, c'est moi qui aurait à l'assumer, de toute façon. Donc du coup, c'est forcément extrêmement personnel. De toute façon, décider de poser sa caméra ici ou là, c'est un geste, c'est une façon de voir le monde. Chaque place de caméra est une vision du monde. Donc c'est moi qui le dis où on va mettre la caméra. Et c'est même ce qu'il y a d'indiscutable dans un film. Un film ne se fait que s'il y a quelqu'un pour dire, c'est le minimum, ou pour dire aux acteurs la matière qu'ils auront à travailler, et pour mettre la caméra là où elle filmera ce qu'on a disposé devant elle. Donc voilà, ces deux éléments-là, ça n'appartient qu'à moi. C'est sans doute une erreur de ma part, c'était une erreur de ma part, mais en même temps, tout de même, je me rends compte aujourd'hui que les films où on était supposé parler vrai sont complètement faux aujourd'hui, mais à un point inimaginable, quoi. Je veux pas citer de nom, mais des films qui étaient l'espèce de qualité française de l'époque, dont certains bons, plutôt, sûrement, mais certains autres, si on les écoute comme ça aujourd'hui, on est stupéfait par la fausseté, beaucoup plus faux que n'importe quelle bressonnerie de la même époque, y compris les miennes. Il y a un certain type de réalisme qui passe insensiblement au fantastique. Moi, j'ai toujours adoré ça. Ouais, le cinéma est très propre à représenter, à exposer ce genre de passage de la limite. Merci infiniment. Je crois qu'on a passé un bon moment. Voilà.